suis Sophie Roussel, diététicienne, sophrologue et hypnothérapeute, et pour cette première vidéo, j'aimerais aborder aujourd'hui le sujet de la perte de poids. Je suis thérapeute à Londres et actuellement nous sommes confinés, ce qui m'a laissé du temps pour regarder sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux les différentes vidéos proposées sur le sujet de l'amaigrissement. Alors la majorité des vidéos que j'ai pu regarder sont réalisées par des non-professionnels de la nutrition ou du milieu thérapeutique. Ce sont généralement des personnes qui partagent leur expérience réussie dans la perte de poids. Quelle stratégie nous proposent-elles? Ces personnes ont mis en place un régime hypocalorique ou un rééquilibrage alimentaire plutôt strict, ont éliminé certains aliments avec une liste d'aliments interdits et d'autres autorisés, mis en place un jeûne intermittent, l'utilisation de gélules miracles ou alors bu une boisson extraordinaire qui fait fondre notre graisse, pratiqué de façon intensive du sport, etc. etc. Eh bien, j'aimerais à travers cette vidéo vous donner mon avis de professionnel et pour cela, je m'appuierai sur les dernières études scientifiques réalisées sur le sujet, que ce soit en neurosciences ou en nutrition. Mais également, je m'appuierai sur mon expérience vécue dans le cadre de mon activité en cabinet. Je vous expliquerai pourquoi ces stratégies qui pour la plupart vous font perdre du poids à court et moyen terme sont malheureusement vouées à l'échec à long terme. Et pire, en plus de reprendre le poids perdu, vous augmentez le risque d'en gagner davantage. Différentes études officielles corroborent ce constat, puisque 80% des personnes qui ont perdu du poids le reprennent dans l'année qui suit, et à 2 ans, ce chiffre augmente à plus de 95%. Alors vous, seriez-vous prêt à prendre un médicament qui échoue à 95% et qui aggrave votre situation? Alors, pourquoi toutes ces stratégies sont vouées à l'échec? L'explication principale se trouve dans notre cerveau. Une partie de notre cerveau dit reptilien, c'est-à-dire la partie du cerveau la plus ancienne dans l'échelle de l'humanité, a pour fonction principale l'équilibre et la sauvegarde de notre organisme. Notre cerveau reptilien veille donc 24 heures sur 24 à trouver toutes sortes de solutions, de modifications, afin d'assurer notre intégrité, notre survie. Pour cela, il adapte continuellement tous nos systèmes biologiques, physiologiques, respiratoires, etc., qui ne dépendent pas de notre volonté, et tout cela pour favoriser notre équilibre, notre survie. Retenez que notre cerveau reptilien a très peu évolué depuis ces centaines de milliers d'années. Pour lui, nous vivons encore à la période où famine, disette surviennent. Et notre cerveau a bien retenu la leçon. Dès qu'il va avoir l'information d'une diminution de notre masse grasse, c'est-à-dire une baisse de nos réserves d'énergie, des réserves utilisées en cas de famine, notre cerveau évalue cette diminution comme un danger. Et pour l'éviter, il va trouver des solutions. Il va donc amener notre organisme à s'adapter dans le seul but de retrouver l'ancien niveau de nos réserves d'énergie. Nous sommes donc génétiquement programmés à défendre coûte que coûte nos réserves internes d'énergie, c'est-à-dire notre graisse corporelle. Quelles vont être ces adaptations? Nous allons pouvoir opérer des premiers changements dans notre système neurologique. Alerté par la baisse des réserves d'énergie, notre cerveau va augmenter notre attention sur les aliments et nous les rendre encore plus appétissants. Nous allons donc devenir plus obsédés par la nourriture. Cela va nous demander beaucoup de contrôle pour ne pas craquer. En rendant les aliments encore plus appétissants, notre cerveau cherche à nous faire davantage manger, dans le but de retrouver ses réserves de gras. Ce processus se nomme l'hypermobilisation du circuit de la récompense. Et pour préparer une éventuelle nouvelle baisse de notre masse grasse, au passage, il va favoriser un stock supplémentaire au cas où l'histoire se répète. Pour valider ceci, des études ont été réalisées avec le
concours de plusieurs jumeaux monozygotes sur plusieurs décennies. Certains faisaient régulièrement des régimes hypocaloriques et l'autre jumeau pas. Les résultats sont sans appel. Le jumeau qui a suivi plusieurs diètes présente un poids et une masse grasse supérieure à celui qui n'a jamais tenté de se mettre au régime. Vous comprenez maintenant que faire un régime hypocalorique amène donc à terme à prendre du poids en développant la masse grasse. Le deuxième système qui va subir des modifications est le système hormonal. Dès que le niveau de graisse corporelle baisse, la sécrétion de certaines hormones va être modifiée. Tout d'abord, la sécrétion de la leptine va diminuer. C'est une hormone anorexigène qui a pour fonction de favoriser la satiété. Moins sécrétée, on mange plus car le rassasiement est plus long à venir. Par contre, la sécrétion de la gréline, une hormone orexigène, c'est-à-dire qui stimule l'appétit, va être augmentée. Et donc, étant plus sécrétée, la gréline nous amène à avoir un plus gros appétit, ce qui nous fait manger plus. En période de perte de poids, la lutte contre la nourriture va être plus difficile, car ces adaptations nous poussent à manger davantage, dans le but de retrouver notre niveau de réserve d'énergie. Le troisième système qui va être impacté est le système métabolique. Le cerveau reptilien, qui a plus d'un tour dans son sac, va réagir à la diminution de la masse grasse en ralentissant notre métabolisme. C'est-à-dire qu'il va mettre tout notre organisme en mode économie. Il va permettre aux organes de fonctionner tout autant, mais en utilisant moins de calories, moins d'énergie. La perte de poids va être de plus en plus difficile et en supplément, gare à la fatigue. Et pire, il y a également un effet pervers à cela, car plus nous ferons de régime, plus notre organisme va retenir la leçon et rester plus volontiers sur ses rythmes d'économie. Au final, plus il va être difficile de perdre du poids après plusieurs tentatives. Voilà pourquoi on perd plus facilement du poids quand on est jeune ou au premier régime. Donc vous l'avez compris, entamer une stratégie pour perdre du poids qui amène une baisse rapide de la masse grasse est une très mauvaise stratégie. Non seulement on se met dans des dispositions de privation, de lutte avec les aliments, de fatigue, pour en fin de compte reprendre ce poids chèrement perdu, avec en bonus encore un peu plus de gras. Alors, comment faire? Je vous rassure, perdre durablement du poids est tout à fait possible, car heureusement pour nous, le système n'est pas infaillible. Au contraire, il nous concède une petite marge d'appréciation. Nous allons pouvoir utiliser cette marge pour ne pas déclencher les adaptations naturelles de défense de notre organisme que je viens de vous présenter. Comment? Plusieurs études ont été réalisées et révèlent que notre organisme reste indifférent à la diminution de la masse grasse seulement quand elle est réalisée avec un déficit calorique de 15% maximum par rapport aux besoins caloriques totaux. C'est-à-dire que notre corps ne déclenche pas tous les mécanismes d'adaptation lorsque nous diminuons nos besoins totaux d'énergie que de 15% maximum. Par exemple, pour une personne qui doit consommer par jour 2000 kcal, si elle consomme entre 1700 à 2000 calories, le fonctionnement de son organisme reste inchangé. C'est vrai qu'elle va perdre plus lentement sa masse grasse. Mais là est le point essentiel, cette baisse lente de ses réserves ne va pas éveiller les mécanismes d'adaptation de son organisme. Par contre, si cette personne diminue sa ration quotidienne en dessous de 1700 calories, le corps va défendre ses réserves de gras en ralentissant son métabolisme et en mobilisant toute l'attention et l'appétit de la personne afin de la motiver à manger davantage. Pour vous illustrer cette règle des 15%, je vais reprendre l'image de Michel Desmurger, professeur et chercheur en neurosciences à l'INSERM et auteur
du livre L'anti-régime maigrir pour de bon. Imaginez un saladier rempli de M&M's ou de cacahuètes. Si vous en retirez entre 30 et 40%, comme dans un régime hypocalorique, tout le monde va s'en apercevoir. Par contre, si vous en retirez une petite poignée, c'est-à-dire 10 à 15%, personne ne s'en apercevra. Là réside la solution pour perdre son poids définitivement. Il faut leurrer le système défensif de nos réserves. Certes, cela va demander plus de temps, mais l'intérêt, n'est-ce pas d'y arriver une bonne fois pour toutes et ne jamais plus revenir en arrière? L'autre levier dans la perte de poids qui peut être actionné est l'activité physique. On sait déjà que bouger est favorable pour notre santé physique et psychique, mais elle peut aussi accélérer la diminution de la masse grasse. Toutefois, pour multiplier ses chances de réussite, il vaut mieux respecter deux règles. Premièrement, il ne faut pas, évidemment, s'offrir un extra en compensation de ce surcroît d'activité en disant « Allez, après tout, j'ai le droit puisque j'ai brûlé des calories », à moins que cet extra soit compris dans les besoins totaux caloriques quotidiens. Et deuxièmement, la dépense énergétique causée par l'activité physique choisie ne doit pas excéder 20% du niveau des dépenses énergétiques totales, afin d'éviter que l'organisme n'élève significativement en compensation ses prises caloriques. C'est-à-dire, au-delà de ces 20%, votre appétit va augmenter. L'activité physique va vous faire manger davantage. Pour être plus clair, si les besoins totaux d'une personne sont de 2000 kcal, l'activité réalisée ne doit pas lui faire consommer plus de 400 calories. Juste un petit rappel pour en motiver certains, la marche est une activité physique accessible à toutes et gratuite. Pour aller dans ce sens, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée avec des sujets en surpoids répartis en 4 groupes. Cela va vous permettre de comprendre l'impact positif de l'activité sportive dans la perte pérenne de poids. Je vous présente les 4 groupes. Le premier a subi une restriction calorique de 25%, un quart de ses apports. C'est un régime hypocalorique sévère. Le deuxième eut une diminution de 12,5% de ses entrées caloriques, ce qui correspond à un régime hypocalorique très léger, ce qui est préconisé, plus une augmentation de leurs dépenses énergétiques à hauteur de 12,5% des besoins totaux grâce à la mise en place d'une activité physique. Ce qui amène donc à un déséquilibre global de leur balance calorique de moins 25%, ce qui est équivalent au groupe 1 qui avait obtenu cette restriction qu'avec l'alimentation. Le troisième groupe suivit un régime fortement hypocalorique appliquant une consommation énergétique de 890 kcal par jour. Et le quatrième groupe fut le groupe contrôle. Quels ont été les résultats? Le premier groupe, moins 25% d'alimentation, perdit 8,3 kg. Le groupe 2, moins 12,5 de restriction, moins 12,5 de dépenses par l'activité physique, perdit 8,4 kg. Le groupe 3 à 890 perdit 11 kg et le groupe 4 a maintenu son poids. Les résultats obtenus dans la perte de poids ne sont pas surprenants. Mais ce qui fut intéressant sont les résultats des analyses dans les deux groupes où seul le point d'attaque fut la baisse des calories. Je parle donc du groupe 1 et du groupe 3, moins 25% et 890 calories d'entrée. L'analyse montra que des adaptations biophysiologiques se produisirent sur deux axes. Le premier, c'est qu'il y eut une augmentation de l'efficience métabolique, c'est-à-dire que la perte de poids gagnée grâce à une restriction alimentaire importante amène le corps à s'adapter pour pouvoir fonctionner comme avant, mais avec la même quantité d'énergie dépensée qu'il l'utilisait avant pour faire autant. Par exemple, imaginez qu'avant, pour marcher une demi-heure, vous dépensiez 200 calories. Eh bien, l'effet de l'augmentation de l'efficience métabolique de l'organisme va vous permettre de marcher toujours une demi-heure, mais en ne dépensant maintenant que 100 kcal. Le corps s'est mis en mode économie. L'analyse de ces études montrait également que les sujets de ces deux mêmes groupes devinrent plus sédentaires. Cela est sûrement dû à un excès de fatigue
causée par la diminution importante de l'énergie consommée. Ceci amène par conséquent leur organisme à brûler moins d'énergie pour un même rendement et en les mettant en situation d'échec à long terme. L'analyse put montrer qu'aucune adaptation biophysiologique fut relevée pour le groupe 3, c'est-à-dire le groupe où il y a eu simultanément une légère diminution des apports caloriques, moins 12,5%, et une légère augmentation de la pratique physique, plus 12,5%, pour une perte de poids identique au groupe 1, là où la diminution des apports était de 25%. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que, premièrement, une diminution importante des apports caloriques favorise une reprise pondérale à venir. Et deuxièmement, une baisse légère des besoins caloriques couplée à une activité physique légère permet non seulement de perdre du poids aussi efficacement qu'une plus grosse diminution des calories, mais également qu'elle n'implique pas des adaptations biologiques permettant une perte de poids pérenne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de changer votre point de vue sur la manière de perdre du poids. Nous avons vu d'abord que la meilleure façon de maigrir durablement sans reprendre ses kilos perdus et sans en reprendre davantage est d'apprendre à manger autrement et continuellement afin de réduire légèrement l'apport calorique global, moins 15% maxi, sans affamer ni brutaliser son organisme. Et pour pérenniser ces résultats tout en accélérant la perte de la masse grasse, solliciter son corps au quotidien pour augmenter sa dépense énergétique sans l'épuiser est une option indispensable. Je vous conseille vivement de vous adresser vers un professionnel qui vous aidera dans la mise en place de ces règles tout en respectant vos désirs et votre personnalité. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne afin de recevoir mes prochaines vidéos, de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager et je vous dis bon courage et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!